Bonjour tout le monde, bon retour à Podcast Racine. Aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai deux invités euh, que j'aime beaucoup, mais aussi parce que la dernière fois que nous étions tous ensemble, c'était en RDC, il y a très longtemps, dans mon bureau. C'est la dernière fois que Brice, Daniel et moi, nous étions ensemble. Comme vous savez, le podcast Racine, ça parle de nos convictions, la raison pourquoi nous croyons en ce que nous croyons. Et notre objectif est de nous amener à nous enraciner dans la culture bantou et utiliser ça pour changer nos sociétés, pouvoir adresser les problèmes qui sont présentement en train de gangréner notre société congolaise et trouver des solutions pratiques, efficaces qui s'alignent avec notre culture. Et sans plus tarder, je vais aller avec les présentations. Vous me connaissez, moi, votre host principal. Eli n'est pas là aujourd'hui avec nous. Peut-être la prochaine fois, il sera là. Je suis Patrick Moulumba, entrepreneur, récemment activiste politique. Euh, et je suis vraiment très content de pouvoir échanger une fois de plus avec nos invités. Alors, Brice, je vais commencer par toi. Je veux que tu te présentes, ton nom, ce que tu fais dans la vie. Mais je vais aller plus loin, OK? Pour la culture Mhm. bantou, je veux connaître ta province d'origine. Si tu es intéressé à nous dire ta tribu, ton village, d'où tu viens et tout ça, ça sera très intéressant pour moi. Ça me permet aussi de connaître un peu partout la RDC chaque fois que j'ai des amis. Ok, très bien. Merci Patrick, merci Daniel. Bonsoir et bonjour à tous, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je me présente, alors moi c'est Brice Bayekula, Congolais de père et de mère, comment dire ça? Alors moi je suis Mukongo, donc le territoire, je maîtrise pas vraiment trop les choses, mais récemment j'ai un peu parlé avec ma maman qui m'a fait un peu l'histoire de d'où je viens. Donc le territoire c'est Congo central, la La province province du Congo central, oui. la province c'est ça, hein, c'est Congo central. Oui. Après je sais qu'on a le territoire qui est Madimba et je sais que le village fin fond où nous sommes c'est Mbengo. Wow. Et nous avons aussi, alors, le secteur qui est Ngueba. Et je suis Mutandu. Voilà. Parmi les Bakongos, je suis Mutandu. Voilà ce que je sais de moi. Côté mon père aussi, c'est pareil. Je connais pas trop parce que bon, il nous a quittés il y a très longtemps. Mais alors, je suis entrepreneur aussi comme Patrick et aussi comme Patrick aussi récemment activiste politique. Actuellement, je suis au Congo. J'ai quitté la France, mon pays, là où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai fait toute ma vie là-bas. Pourquoi avoir quitté la France pour le Congo? Parce que il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que j'ai eu comme une espèce de révélation. Ça s'est passé dans les alentours de 2016, où j'ai senti comme un appel du pays qui m'appelait, la terre-mère qui t'appelle, que je ressentais le besoin vraiment d'aller au pays, tout en sachant que je n'avais jamais mis les pieds au Congo. Parce que la première fois que j'ai mis les pieds au Congo, c'était en 2021 pour une activité agricole, dont avec toi, Patrick, justement, où on a constaté le terrain, l'avancement des travaux. Donc, c'était un très bon voyage. J'ai vraiment bien aimé et c'est comme si j'étais tombé un peu amoureux du Congo. Au retour de mon pays, de la France, hein, donc au retour en France, la situation n'allait pas très bien de manière personnelle et professionnelle. C'est là qu'en 2022, je retourne au Congo, mais à la base, je devais faire que quelques mois pour constater encore les travaux agricoles. Et finalement, j'ai dit non, je retourne plus en France. J'avais trouvé un petit logement là-bas assez sympa, d'où je suis encore actuellement. J'ai appelé la famille, j'ai appelé madame, j'ai dit que finalement, je reste ici au Congo. Je préfère être sur place pour pouvoir faire mes activités, parce que faire les activités à distance, c'est compliqué. Donc, je veux mettre sur place. Et puis, comme ma situation en France était un peu compliquée, je me suis dit non, j'ai besoin vraiment d'être là au Congo avec les miens, apprendre le pays et puis vraiment œuvrer, être vraiment sur le terrain pour pouvoir faire les choses, quoi. Donc voilà, actuellement je suis au Congo avec madame, avec notre fille
et on travaille, on œuvre, on essaye de faire ce qu'on peut pour aider le peuple congolais. Nous aussi de se retrouver, d'être bien aussi, parce que on veut aussi aider le pays, mais on veut aussi être bien. Notre bien-être personnel, d'abord, voilà, c'est d'abord primordial, et puis voilà, quoi. Donc, voilà ce que je Parfait, peux dire parfait. me On va concernant. revenir dessus parce que j'ai quelques questions par Merci. rapport à ce retour-là. Ok, Et je avec pense plaisir. que c'est très pertinent parce que je crois on est un peu dans la même longueur d'onde. Daniel, vas-y. Oui, alors moi c'est Daniel Moukena Ntumba. Je suis présentement à Gatineau, dans la province du Québec, au Canada. Gatineau, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Canada, Gatineau c'est juste en face de Ottawa, la capitale fédérale, la capitale nationale. Et donc, voilà, c'est les deux provinces, hein, la province du Québec et de l'Ontario, qui sont face à face à cette frontière-là. Et donc, je travaille même à Ottawa chaque jour. Bon, pas, ce n'est plus chaque jour parce qu'on fait le télétravail, mais quand je dois aller au bureau physiquement, je vais à Ottawa 2 fois la semaine. Je suis au Canada, ça fait maintenant 28 ans, si mes calculs sont bons. 1997, nous sommes arrivés. Nous sommes descendus à Toronto. J'ai fait 21 ans à Toronto et ces 7 dernières années, je les ai passées ici dans la région de la capitale, Gatineau, Ottawa. Je suis congolais de père et de mère. Je sais que de nos jours, préciser ça, ça peut fâcher certains, ça peut faire rire aux autres, mais je ne dis pas ça pour exclure qui que ce soit. Mes parents sont originaires du Kasaï, tous les deux. Donc, Ok, ça, si il je faut le dois, préciser. oui, du Kasaï oriental. Donc, notre base, bien sûr, c'est Mbujimaï, notre capitale. Du côté de mon père, donc moi, je suis évidemment on va dire, l'ethnie Luba, la tribu Bakwadishi, dans le territoire de Miabi. C'est de là que nous sommes originairement. Euh, et je suis du groupement des Bakwambui. Les Bakwambui. Et mon village, je suis du village des Benambie. Voilà, Benambie. Notre village, géographiquement, il est situé à Chibombo, dans le secteur de Kakangaï, dans la nationale 1, en quittant Mbujima, en allant Moi, je vers connais, hein, Latnagamba et tout ça. j'ai fait tous Tu ces coins-là, maîtrises? donc je Ouais, connais bien le super. coin. Oui, oui. Voilà, nous sommes du village des Benambie et groupement Bakwambui de la tribu Bakwadishi. Ma mère aussi, elle est des Benampuka de Kabeakamwanga, du village de Jikumji. Elle est je pense que euh, leur, leur Non, elle est groupement vraiment ou une leur, machine à mettre. Elle est vraiment- hein? en tout cas, Pas les de polémique, conversations. pas de polémique, pas de Oui, oui, polémique. oui. Les conversations politiques à la maison sont très intenses, donc je dois un peu doser. Mais tu sais, un fait intéressant, c'est que moi et toi, nous sommes quand même peut-être des cousins, parce que ma grand-mère, en fait, mon Oui. grand-père était polygame. Hmm. Mon père, il est de la première femme. Et la grand-mère, la seule grand-mère qui nous reste, au fait, aujourd'hui, c'est la deuxième. Elle s'appelle Kaja. Et puis Kaja, elle est de Miabi. Mhm. OK, Elle est OK. d'une famille Mhm. Shefa là-bas à Miabi. Oui. Mais sinon, Mhm. moi, j'ai pas aussi dit d'où je suis. Moi, je suis du Kasaï central. Ton capitale, c'est Kananga. Donc, l'ethnie générale, c'est Luluwa. Même si, au fait, c'est Luba aussi. Mais nous, au Kasaï central, c'est Luluwa. Chez vous, c'est Luba. Tout à fait. Donc, je suis de l'ethnie Luluwa, qui est vraiment l'ethnie Luba, divisée un peu. Au niveau du territoire, c'est Djibaya, secteur Kamwandu, village Kalumantumba. Donc, c'est peut-être à 45-60 kilomètres de Kananga. Donc, c'est vraiment à la première gare. En fait, si tu arrives à la première gare dans le territoire de Djibaya, qui est Kamwandu, je pense, tu vas te rendre compte que tu vois beaucoup de Patrick là-bas parce que tout le monde me ressemble là-bas. Donc, c'est le J'ai village hâte de là-bas. voir Là-bas, ça. je peux même pas oser dire, Hmm. draguer une fille. Non, non, je peux même pas oser. Parce que c'est sûrement une cousine. Ouais. Ok. C'est ça.
Ouais, Ah, ok. c'est bon à savoir. La raison pourquoi j'aime savoir ça, je pense que parfois on néglige un peu euh, la culture ou bien on évite de parler de ces choses-là parce qu'on pense que c'est ça qui amène le tribalisme. Mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut avoir une fierté de d'où on vient, mais surtout pouvoir inviter tous les Congolais à explorer la RDC. Par exemple, moi, quand j'étais au Kassa oriental, j'ai beaucoup aimé. J'ai été avec Brice jusqu'à Bazangungu. Je pense on était allé dans le Congo central ensemble. Ah, Et pour moi, chaque fois que je pars à un endroit, en fait, j'ai du mal à me sentir que je ne suis pas de là. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais quand je suis à Bazangungu, je suis en train de parler avec le chef coutumier, mais il parle à Kikongo, ben, je ne me sens pas dépaysé, en fait. Je me sens comme, Mhm. ça sonne dans mon oreille comme une langue de mon pays, tu vois. C'est ça. Et tout souvent, à il y a fait. des mots que je peux tirer, même si c'est en Kikongo ou dans une autre langue, je comprends certaines choses. Il faut dire que je suis aussi quand même très habile avec les langues. OK. Donc, la raison pourquoi je voulais que vous vous présentez, c'est parce que, comme j'ai expliqué au début, Racine, c'est vraiment, je trouve qu'au Congo, nous avons une perte d'identité et c'est ça qui nous amène dans toutes les choses que nous voyons se passer dans notre pays. Nous n'avons plus une connexion à qui nous sommes originalement. Et à cause de ça, à cela, nous copions à gauche et à droite, que ce soit l'Occident, que ce soit les autres pays africains, et cela amène des maux terribles dans notre société. Et je pense que pour nos enfants, même s'ils sont nés à l'étranger, nous devons les éduquer sur qui ils sont, Mm. leur tribu, leur origine, mais surtout leur identité en tant que Congolais. Et qu'est-ce que ça veut dire être Congolais? OK? All right. Maintenant, on va aller dans des choses qui vont vous mettre un peu dans l'inconfort. La politique. OK? Brice et moi, nous sommes activistes politiques. Et puis, il faut expliquer activiste politique veut dire seulement que nous ne sommes pas des politiciens. Ça veut dire que nous faisons partie. Moi, je fais partie d'un parti politique. Je ne me considère pas un politicien parce que je n'ai pas exercé. Mais je pense que c'est à travers la politique que nous pouvons aussi avoir un impact positif sur notre pays. Alors, j'ai intégré un parti politique qui me permet d'être autour de personnes qui peuvent un jour décider le cours de l'histoire de notre pays. Mais toi, Daniel, tu n'es pas dans la politique. Est-ce que c'est... Pourquoi, disons, que tu ne t'es pas impliqué dans la politique? Oui, je vais être très honnête, dès le départ, la politique, une des raisons pour laquelle euh, je ne suis pas dans la politique, c'est parce que on a toujours tendance à penser que il faut être un roublard pour être dans la politique. En regardant la situation de chez nous, euh, et voyant toutes les crises qu'on a connues depuis les indépendances, pour moi, le problème du Congo, c'est sa classe politique, de façon générale. Bien sûr, il y a toujours un petit échantillon d'exceptions, mais de façon générale, ils sont à la base des problèmes que nous avons aujourd'hui. Cette classe politique a cette nature-là prédatrice, égoïste. Les gens viennent pour se servir et non pour servir le peuple, ce que nous connaissons tous d'ailleurs. Mais je me suis dit, comment intégrer un système qui est aussi corrompu dans la moelle épinière, dans ses profonds, et comment penser que ma contribution à moi pourra changer la donne ou changer ce système-là, cette façon de faire qui est ancrée dans les mœurs, dans les mentalités depuis plus de 60 ans. Donc, voilà, je dirais la première raison. Deuxièmement, c'est aussi peut-être la distance. Hein, physiquement, géographiquement, on se dit que bon, je suis dans la diaspora, je suis loin. Déjà, la vie en Occident, elle va vite. On est toujours très, très limité dans le temps. Donc, juste le fait de m'occuper de ma famille, de pourvoir à leurs besoins, ça m'occupe beaucoup. Donc, je dirais, c'est une de mes raisons. Mais avec l'âge, avec beaucoup de réflexion et avec la situation que nous vivons en ce moment au pays, on commence à se poser des questions et à se remettre en question et on se dit que est-ce qu'il faut toujours rester à l'écart et laisser les choses continuer telles qu'elles sont
euh, et laisser les mêmes acteurs, le même type d'acteurs politiques continuer à répéter le cycle de corruption, impunité, égoïsme, détournement et tout ça. À un moment donné, on se dit que non, il faut que on trouve une manière de s'impliquer et d'apporter notre touche. Mais seulement, il va falloir, bien sûr, ça va demander ma contribution à moi, mais celle des autres aussi. C'est pour ça qu'il faut un certain, je ne veux pas aller trop loin, on va en parler, mais il faut une certaine masse critique de personnes du même entendement qui se disent que non, on veut un changement, on veut faire les choses autrement. Voilà. Maintenant, Brice, toi, ben, je sais parce que j'étais un peu coopté dans l'affaire, mais toi, tu as récemment, mais te connaissant, tu avais déjà quand même des avis sur la situation politique assez tranchés depuis que je te connais, mais récemment, tu as décidé de t'impliquer activement. Euh, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ce saut-là? Je sais que tu es toujours entrepreneur, mais tu décides d'ajouter aussi la partie politique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un adage qui dit que si tu ne fais pas de la politique, c'est la politique qui va te faire. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'on le veuille ou pas, on va subir la politique des gens. Alors moi, quand je parle de politique, j'aimerais juste clarifier ça, c'est donner vraiment le sens étymologique de ce mot-là. Pas la définition qu'on donne aujourd'hui politique, c'est-à-dire je crée simplement mon parti et puis je cherche une place à la gouvernance pour voilà. Non, le sens étymologique de ce mot-là, c'est euh, gestion de la cité. C'est ça que ça veut dire en fait la politique, c'est-à-dire gestion de la cité. C'est-à-dire que là où tu te trouves, le but c'est de gérer, trouver un moyen de gérer l'environnement pour le bon vivre ensemble. En gros, à la base, ça voulait dire ça. Mais comme beaucoup de mots, ça a été changé avec le temps. Ça veut dire que là où tu te trouves, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est bien beau de pointer du doigt la faute un tel, ça ne va pas, tout ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Parce que nous sommes tous participants de l'endroit où on vit. Donc, moi, j'étais parti, avant même d'entrer dans la politique, j'avais déjà cette façon de penser là. De dire que, ok, c'est bien beau de parler, mais moi, je suis plutôt, ceux qui me connaissent, plutôt un homme d'action. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une idée en tête, j'aime bien agir. Donc, c'est vrai que maintenant que je suis en plus sur place au Congo, je pense que comme beaucoup de choses, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et j'ai constaté ce que tout le monde constate, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais maintenant, moi, je m'arrête pas jusqu'à la constatation. Je me dis, ben, à mon niveau, avec les connaissances que j'ai, avec le peu de moyens que j'ai, qu'est-ce que je peux apporter pour améliorer les conditions de vie, déjà de moi-même ici et puis de mon entourage. Donc, et c'est en réfléchissant bien, en parlant à gauche, à droite avec beaucoup de gens, notamment toi, Patrick aussi, tu fais partie de ces gens-là, où je me suis dit que oui, en fait, il faut entrer dans la politique. Je le mets entre guillemets pour qu'on se comprenne bien. Parce que c'est que là-dedans qu'on peut changer les choses. Parce que c'est là où, quand tu rentres dans un parti, si tu as la chance d'être dans ce parti-là, qu'on te donne la possibilité de t'exprimer, de proposer des choses, et pourquoi pas aussi d'agir, encore mieux. Il n'y a rien de mieux qu'être dans des partis politiques où là, tu peux vraiment proposer des choses et puis dire que voilà, moi j'ai constaté ça, ce serait bien de faire ça pour améliorer les choses, et puis en espérant que les gens te suivent pour justement commencer à travailler, à mettre la main dans la pâte. Ça manque beaucoup. Il y a beaucoup de partis politiques, mais honnêtement, moi, je vois personne agir. Je vois pas de parti politique agir, je vois pas d'ONG agir, je vois rien du tout. Donc c'est là où on comprend que on a inculqué aux Congolais une mauvaise façon de la politique. Entre dans la politique pour te faire de l'argent. Vous voyez? Alors que ce n'est pas ça. Il faut vraiment améliorer les conditions de vie des gens, et ça commence déjà par le bas peuple, par la base. C'est ça que les gens aussi n'ont pas compris. C'est la base. C'est nous-mêmes déjà, par notre attitude, par notre façon de penser, par notre façon de communiquer, de s'entraider, qui vont faire que ben, petit à petit, ceux d'en haut vont commencer aussi à prendre cet exemple-là. Donc voilà, pour pas trop Mais au fait, m'éterniser. Là. parce que ceux d'en haut viennent d'en bas, au fait. On a Exactement, parfois tendance à penser que le politicien, on le fabrique dans une usine quelque part et puis on le met en haut. On lui donne exactement. des mauvaises valeurs et tout ça. Mais en réalité, il était nous à un certain moment. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que moi j'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans
J'aurai 41 ans cette année. Je pense que nous sommes tous dans la même catégorie d'âge et nous sommes tous de la diaspora. Et si vous voyez la majorité des personnes qui rentrent, qui commencent à penser ça, c'est notre génération. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un niveau dans notre génération, nous sommes assez mûrs. Nous avons acquis des compétences à l'étranger, au moins en parlant de la diaspora. Nous avons acquis des compétences à l'étranger. Nous avons vu de loin, et pour certains d'entre nous, de près, vraiment la situation chaotique du pays. Et nous sommes en train de dire, OK, si nous, on ne fait pas ça, la génération avant nous est d'entrer dans l'ère soixantaine. Si nous, on ne fait pas ça aujourd'hui, qui va faire? Est-ce que nos enfants qu'on a maintenant auront la possibilité de trouver un Congo qu'ils peuvent jouir, qu'ils peuvent aimer, ou bien ça sera un Congo qui est complètement soumis à un autre pays, comme euh, présentement, c'est ça la campagne qui se passe à l'Est. C'est vraiment pour soumettre la RDC une fois pour toutes euh, pour nos minéraux. Donc, je pense que c'est un point important. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Brice, par rapport à que si tu fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Et on a toujours tendance à penser que pour être un politicien, tu dois être un menteur, tu dois défendre à tout prix euh, ton parti, même si il est dans le tort dans la situation. Et je pense que c'est nous qui pouvons changer cette manière de voir les choses. C'est-à-dire que nous pouvons dire bravo à ce que le régime fait dans un certain secteur, dans un certain domaine, mais être aussi capable de dire que non, ce que vous êtes en train de faire n'est pas cohérent. Vous avez échoué ici, vous avez échoué là-bas, vous avez échoué ici. Ça ne fait pas, ça nous rend pas, ça nous rend pas ennemis du pays. Hein. Ça nous rend adversaires à un régime, mais toujours pour le bien du pays. Et pour pouvoir changer ces choses dans les partis politiques, dans la manière qu'on fonctionne, c'est en intégrant les partis politiques. Daniel, je sais que toi et moi, on a eu des grosses conversations. Je suis encore en train de travailler sur toi parce que moi, ah, mais tu as beaucoup d'expérience et ton expérience, je peux dire, de ce que moi je connais, peut-être on aura la chance de faire un one-on-one un jour, est vraiment, vraiment nécessaire au Congo. Et une fois, tu m'as dit que tu connais pas la politique, je dois t'orienter dedans, tu sais pas comment ça fonctionne. Mais, au fait, sans révéler beaucoup de choses, tu es déjà dans le système gouvernemental canadien. Donc, c'est exactement la même chose au Congo. Par exemple, la structuration organisationnelle, le changement organisationnel, ça, c'est ta spécialité. Ça veut dire que quand quelque chose ne fonctionne pas bien, toi, tu es capable de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas bien, que ce soit un département, que ce soit une entreprise étatique, que ce soit un service, ou que ce soit même juste un simple projet. Tu es capable de l'analyser et dire, ben voilà, la raison pourquoi ça ne fonctionne pas, mais regarde, là, on va changer ceci, on va changer cela. Je ne me dis pas qu'on a besoin de ça, mais on a besoin de ça dans tous les secteurs au Congo. Oui, Tous les oui, secteurs. oui, absolument. Tu vois? Et tu n'as pas besoin d'aller brûler des pneus, tu n'as pas besoin d'aller tenir des pancartes. Tu as juste besoin d'être disponible à répondre à l'appel du pays. Mais pour entendre cet appel, tu dois être aussi impliqué dans, euh, dans un Les parti structures. politique, dans une structure de la... Parce qu'une chose que j'ai compris, c'est quoi? On blâme, par exemple, le président Félix Tshisekedi, on le blâme qu'il est entouré des personnes incompétentes et tout ça. Mais récemment, on a vu Thérèse Wagner et tout le monde a applaudi cette dame. Elle est hyper compétente. Moi, c'est une peut-être des seuls politiciens que j'ai envie de rencontrer. J'ai envie de rencontrer pour dire, madame, je veux vous serrer la main parce que vous avez amené une fierté. Tu vois, vous avez montré vraiment que nous avons la compétence chez nous. Et moi, je ne pense pas qu'elle est exceptionnelle. Je ne pense pas qu'elle est unique. Je pense qu'il y en a énormément de Congolais du calibre de Madame Thérèse. Mais on les puise où, ces personnes? Tu dois être dans l'entourage, dans un parti politique, d'un homme. Tu dois être dans l'entourage d'un homme politique, tu dois être dans le parti politique. Parce que quand il aura besoin, quand la personne devient président, il a besoin de puiser, il ne va pas venir chercher quelqu'un à la maison. Il va venir dans son entourage, dans son parti, il va puiser.
Alors, quand vous n'êtes pas dans un parti politique, il n'a pas des endroits où puiser. Il va puiser les meilleurs de ce qu'il a dans le parti politique. Et souvent, jusque-là, les meilleurs dans les partis politiques, ben, c'est la médiocrité, en fait. C'est des amis, c'est des membres de C'est ça. famille qui n'ont pas nécessairement la spécialité ni la compétence. Ouais. Exactement. Donc, pour pouvoir avoir accès à ces choses, il faut être aussi au four et au moulin dans le parti politique, donner son temps, donner son expertise pour être disponible pour être choisi. Alors, ça nous amène facilement à la prochaine question que j'ai pour vous. Dressez-moi un bilan pour vous, positif ou négatif. Si vous voulez aller dans les pourcentages, moi j'aime les chiffres, du régime de Félix Tshisekedi pour les 6 ans qui viennent de s'écouler. Quelle note vous donnez à ce régime? Et j'ai dit régime parce que c'est pas seulement le président, c'est le leader, mais c'est toutes les initiatives qu'il a mis, toutes les décisions qu'il a prises. Mais en tant que chef, tu portes toujours le chapeau. Donc, quel bilan vous lui donnez? Quelle note vous lui donnez? Je vais commencer par Brice. Je vois, Daniel, tu es en train de penser fort parce que c'est un mot quantum. Hein? Tu veux pas fâcher maman, quoi. Maman va écouter l'émission. Tu es comment? Je vais pas. Maman, elle est assise, là. C'est ça. Brice, vas-y. C'est toi le seul qui doit avoir peur parce que toi, tu es au Congo. Donc, Ouais, peut-être que c'est un la point de nerf vue assez va particulier. atterrir chez toi et tout ça. Et puis, mais on n'est pas live. On n'est pas live. Donc, Faut pas faire peur aux gens comme ça. non, je blague. C'est que je blague. Non, après, bon, c'est vrai que je saurais pas donner une note. Allez, s'il faut se mouiller, disons sur 10, je donnerais une note de 5. Oh, wow, j'ai pensé que tu allais donner plus haut que ça. Non, en fait, c'est à sa décharge, parce qu'en fait, c'est pas de sa, il y a une partie responsable, je le donnerais. Mais là où je trouve qu'il est pas responsable, après, bon, ça ne reste que par rapport à ce que je vois ici, moi, j'échange aussi pas mal avec d'autres personnes, mais j'ai plusieurs sons de cloche. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que je vais parler avec autant de Kabila, c'était mieux. Je vais parler avec d'autres personnes qui vont dire qu'avec Tshisekedi, c'était mieux. Donc, avec tout ce que j'entends ici et là, et ce que je vois, et ce que je ressens, je donne une bonne note, mais c'est pas parce que Ok, alors faisons ça. Faisons ça. Allons secteur par secteur. Je vais te dire et puis tu me donnes la note dedans. OK? On va commencer par diplomatie. la diplomatie, je donne une très bonne note. OK? Tu donnerais quelle note en diplomatie? Et pourquoi? Parce que je pense que tu donnes la bonne note en diplomatie à cause de la diplomatie récente. OK? Et les résultats de la diplomatie récente. Donc, tu lui donnerais quelle note sur 10? Je lui donne 8. Je lui donne 8. J'aurais pu donner plus, mais je donne pas plus parce que Il y a des améliorations. Il peut y avoir des améliorations, des oui, choses qu'il il peut pourrait avoir avoir des fait mieux. améliorations. Il peut avoir des améliorations, mais c'est surtout, je note par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Même si je comprends la démarche qu'il a fait au préalable, c'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait dans la diplomatie, c'est-à-dire vraiment mettre la paix dans la région des Grands Lacs. Je généralise les Grands Lacs parce que il est parti voir les 9 pays pour tendre la main à ces pays-là, pour dire baissons les tensions, soyons ensemble, nous sommes frères, collaborons ensemble. Et notamment, là, on peut plus se focaliser avec le Rwanda et l'Ouganda, mais plus avec le Rwanda, où les gens n'avaient pas compris sa démarche. Je peux comprendre que les gens aient critiqué son approche envers Kagame, où il a dit c'était mon frère, tout ça, parce que il pensait que en essayant de mettre la paix entre lui, donc Kagame et le Congo, ça fonctionnerait. Au lieu que tu viennes tuer mes frères pour prendre les minerais, asseyons-nous et travaillons ensemble. J'ai même entendu qu'apparemment, là, ils ont ouvert même une usine là-bas au Rwanda pour extraire l'or et tout. Donc, il était vraiment parti dans une démarche où, au lieu de chercher par le moyen du sang, allons chercher dans le moyen de la paix. Ouais, mais tu ne penses pas que c'est aussi, tu vois, c'est pour ça que j'insiste quand je parle de racisme,
tu ne penses pas qu'il a mal jugé le problème? Le problème, ce n'est pas l'or. Le problème, ce n'est pas le coltan. Le problème, ce n'est pas les minéraux. Le problème a deux chapeaux. Quand ça vient au Rwanda, OK? Il y a la partie minérale pour s'enrichir parce qu'ils n'ont rien chez eux, mais il y a aussi la partie expansion. Parce que au Rwanda, ils sont à 530, 540 personnes par kilomètre carré, et nous, au Congo, nous sommes à 42 personnes par kilomètre carré. C'est 10 fois plus d'espace pour les Congolais. Et quand il y a ce manque dans un pays voisin, et ils survolent ou bien ils viennent visiter Massissi, ils voient les plaines de Massissi, mais ça peut rendre n'importe qui fou. Moi, j'ai passé du temps dans ce côté-là du pays quand j'étais petit, mais je peux te dire, si tu vas à Massissi, mais c'est comme le paradis. C'est comme le jardin d'Éden. C'est vert, c'est beau, les montagnes, les vallées, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et tu penses que les voisins à côté, qui sont entassés l'un au-dessus de l'autre, ne vont pas avoir ça? Il a mal jugé ça et l'histoire aussi le démontre. Donc, c'est pour ça que je dis, ta note, elle est vraiment généreuse parce que c'est bien beau de vouloir faire la paix avec tout le monde, mais la majorité des pays voisins n'ont pas de problème de travailler avec nous, collaborer avec nous. On a des ethnies qui sont chez nous, qui sont chez eux. On n'a jamais eu de guerre ou des conflits armés où on est en train de massacrer des populations et tout ça à cause de la proximité. Mais avec l'Ouganda et le Rwanda, okay, un peu avec le Burundi, c'est ça qui se passe. Et moi, je m'étonne de son approche parce que l'IDPS a fait 37 ans à l'opposition. L'IDPS existait pendant toutes les guerres, tous les massacres qui ont été là. Comment il pouvait se tromper puis dire que non, Kagame c'est mon frère et l'amener même au stade pour les funérailles d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi qui n'aurait jamais accepté ça de son vivant. Connaissance de cause. Comment tu peux amener quelqu'un qui a le sang de Congolais, des millions de Congolais dans le mains, tu l'amènes au stade pour célébrer le père de la démocratie congolaise? Ok, ben vas-y, tu lui as donné 8 sur 10 dans la diplomatie. Je pense que c'est principalement parce que tu as beaucoup aimé Mme Thérèse Wagner. Son intervention a augmenté la cote. C'est vrai qu'elle elle est liée pour quelque chose. C'est vrai qu'elle a vraiment joué. Donc, c'est au crédit du président, hein, le fait que tout le travail qu'elle fait. Et c'est vrai que récemment, ce qui est en train de se passer sur la scène internationale, je trouve qu'il est en train de renverser la tendance. C'est Donc, important. Oui. c'est pour ça que la note Surtout, augmente. Mais c'est vrai qu'au préalable, donc comme je disais tantôt, c'est vrai que bon, lui, j'ai compris son approche, mais je suis entièrement de ton avis, c'était pas la bonne approche. Il fallait pas qu'il fasse ça parce que il aurait dû savoir que voilà, c'était quelqu'un quand même de sanguinaire et c'était quelqu'un que il n'avait pas vraiment l'envie forcément qu'il y ait la paix au Congo. Parce que s'il voulait qu'il y ait la paix au Congo, il aurait pas fait tout ce massacre-là, Kagame, tout ce qu'on sait. Donc je comprends sa démarche, mais je pense il a tapé le poteau comme on dit. Même de rattraper le tir. Et puis, c'est un peu une note d'encouragement. C'est-à-dire que même je le critique beaucoup dans beaucoup de choses qu'il a faites, mais j'essaie quand même d'être derrière lui. C'est un peu une note d'encouragement. Tu sais, il y a des fois, des élèves où ils ont un petit 12, mais tu leur dis, allez, tu donnes un petit 13-14 parce que, bon, il a quand même cette volonté-là il a vraiment, il tient tête à l'ennemi. Et ça, c'est quand même tout à son honneur. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il ne fait pas très bien, mais on sent qu'il a vraiment de faire du Congo un grand pays. Mais je pense qu'il est très mal entouré. Je m'arrête je là, mais je pense pense qu'il est très mal que, entouré du fait qu'il n'arrive pas à prendre de très bons. oui. Et je pense aussi que chaque leader donne le meilleur de ce que lui, il est. Ça veut dire, Félix a passé toute sa vie d'adulte en Europe. Donc, je pense qu'il est très confortable dans le milieu européen, dans le milieu occidental. Il connaît comment ils parlent, il connaît comment ces gens-là discutent, il connaît leur hypocrisie. Il sait un peu les mettre dos contre mur, mais sur base de leur propre langage. Ça veut dire, c'est nous, les Africains, on veut des choses claires et transparentes, mais les Occidentaux ne sont pas comme ça. Les Occidentaux, il faut les amener à ça par contrainte et surtout contrainte de leur population. Donc,
ce que Félix a pu, et moi je lui donne du crédit de ça, c'est démasquer Kagame et démasquer les supports de Kagame. Ça veut dire que maintenant, c'est la honte, au fait, ok, qui fait que ces pays occidentaux sont en train de s'aligner timidement et tout ça. L'ONU, on n'a jamais eu une pression. Le Congo n'a jamais exercé une pression de cette manière-là sur l'ONU. C'est la première fois de l'histoire de la RDC. On avait tous les rapports mappés, on avait tous les rapports des massacres à l'Est, mais c'était un peu dans les oubliettes. Et depuis que Félix est venu, la pression sur la communauté internationale, elle est là. Et il connaît cette communauté internationale, il connaît les Européens, peut-être un peu moins les Américains, mais il connaît les Européens très bien et il sait parler leur langage. Je pense qu'il s'est tellement focalisé sur ça. C'est pour ça ces milliers, ces centaines de voyages. C'est parce qu'il connaît cet endroit-là, il s'est faisait des amis pour le supporter dans les différents parlements européens. Donc, tous les voyages, pour lui, ce focus était parce qu'il est à l'aise dedans. Et je pense que c'est souvent ça la faiblesse d'un leader. C'est que tu vas te concentrer sur ta force et tu ne réduis pas tes faiblesses. Tu ne réduis pas l'impact de tes faiblesses. Alors ta force même devient comme une faiblesse. Ça veut dire tous ces voyages pourraient avoir été perçus correctement par la population si de l'autre côté, il avait choisi des bonnes personnes dans le secteur agricole, aux finances, au niveau de l'économie et tout ça. On n'allait pas sentir tellement que ces voyages et ces excursions à l'extérieur du pays étaient tellement négatifs. Donc, 8 sur 10 pour la diplomatie. Daniel, toi, sur la diplomatie, tu lui donnes combien? Oui, je dirais pour la diplomatie, pour les mêmes raisons que vous avez avancées, moi je dirais 70% ou 7 sur 10. 70%, comme on dit au Congo, 7 sur 10. Vous avez bien soulevé le point que il est la première personne à avoir eu le courage de tenir tête à Kagame, qui était intouchable aux yeux des Occidentaux. Ça, il faut le lui reconnaître quand même. Et aussi, je pense que la diplomatie, on a vu l'amélioration. Bien sûr, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner est impressionnante, elle est à féliciter. Mais déjà, j'ai trouvé que Monsieur Lutungu, là, Oui, oui, était dynamique aussi. super C'était un bon, super changement. bon. Oui, Il était super bon. Tu vois que c'est vraiment son domaine. Il était très, voilà, un fin politicien dans son domaine des affaires étrangères. Il a bien géré. Ce n'était pas parfait. Donc, à ce niveau-là, je dirais 7 sur 10. Mais pour les mêmes raisons, pourquoi je ne lui donne pas 9 ou 100, c'est parce que oui, la région des Grands Lacs, qui est notre région, là où nous sommes, avec les 9 pays voisins, c'était une de ses grandes promesses quand il est venu au pouvoir. Je vais m'installer à l'Est. Je ne quitterai pas ici jusqu'on puisse avoir la paix et tout ça. Donc, ça n'a pas été le cas. L'état de siège était une bonne idée, mais mal géré. Donc, beaucoup de mes critiques par rapport au régime, parce que c'est lui le chef, le leader, et aussi l'équipe qui met en place, une de mes reproches, beaucoup de fois, ça revient à la rigueur. À la rigueur. Tu as parlé il a vécu longtemps en Europe. Euh, je ne veux pas aller euh, dénigrer ou dans les insultes. On dit qu'il faisait des petits métiers, on va dire. Mais je me demande aussi si c'est peut-être là où il y a des lacunes, là où il y a des failles au niveau de la rigueur, parce que si tu n'as pas été soumis aux exigences du travail en Occident, parce que pour ceux de nos frères qui vivent au pays, qui ne sont pas bien informés, qui peut-être n'ont pas été exposés à l'Occident, à la vie, à la diaspora, ils peuvent se dire que oh, la vie est facile là-bas. La vie peut être confortable, oui, on a des services publics, oui, il y a des pays, on vit dans des pays sérieux, organisés, mais pour que toi tu maintiennes ton train de vie, eh ben, tu vas vraiment donner tout ton temps, toute ton énergie et tu es forcé à être organisé. Sinon, ta vie ici sera très frustrante et tu ne vas pas t'en sortir. Donc, je me demande si son parcours professionnel ou son manque de parcours professionnel durant toutes ces années en Europe fait que dans sa façon de travailler, il y a un manque de rigueur.
c'est bien de faire, au niveau social, c'est bien de faire la gratuité de l'enseignement, mais regarde la mise en œuvre de ce programme-là. Oui. Est-ce Et qu'on puis, a été assez prévoyant? quelle qualité aussi de Quelle l'enseignement. qualité et tout ça. Donc, et puis, de façon générale, c'est toujours très réactif chez nous. Euh, Aujourd'hui, on en a parlé un peu hier. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on pense qu'il est nécessaire de doubler les salaires des soldats, des militaires? Seulement quand on est en crise, parce que nous sommes en guerre, parce qu'on veut les motiver, mais en arrivant même au pouvoir, et si tu me demandes sans aller de secteur en secteur, quelle note je donnerais à Félix Tshisekedi? On va dire que bon, je suis un peu dur, mais je dirais que je lui donnerais 4 sur 10. Euh, en En gros, général, oui. en général, 4 sur 10. Parce que je ne peux pas comprendre qu'après 6 ans au pouvoir, aux affaires, comme tu as dit, 37 ans dans l'opposition, et avec l'UDPS qui avait encore des ténors, qui avait encore des têtes, qui avait encore des gens compétents, j'ai l'impression comme si, depuis son arrivée au pouvoir, il a écarté les anciens avec, il y a toujours des querelles dans les partis politiques, mais beaucoup d'anciens, beaucoup d'alliés qui apportaient beaucoup au parti, qui avaient des têtes bien posées, bien faites, ont été écartés. Les gens, même de la génération de son père, qui pouvaient rester comme des anciens, des conseillers, des sages, dans son cercle de conseillers, on les a ignorés. Il est venu avec ses amis d'Europe, d'autres qui ont étudié, qui ont travaillé, mais très peu, et d'autres qui n'ont pas du Travailler tout. dans froid aussi. Voilà. Voilà. Donc, revenons à la rigueur, c'est ça, je me dis, parce que toi, Patrick, tu as travaillé ici. Brice, tu as travaillé en France. Moi, je travaille au Canada. Mais je te dis que c'est pas facile. Il y a des exigences, il y a des délais à respecter. Il n'y a pas d'excuses, on ne tolère pas Surtout les délais, respect du temps, les de ton temps, respect du du temps temps. des autres et tout ça. Professionnalisme, ponctualité, clarté de tes propositions, bien élaborer les études avant d'exécuter une stratégie quelconque et des révisions. L'amélioration continue, c'est ancré dans la culture d'ici. Mais chez nous, c'est comme si les choses sont un peu bafouées. Donc, voilà, le leadership, ça reflète dans le reste du régime. Donc, moi, je dirais 4 sur 10 parce que oui, la raison principale pour laquelle un État existe, c'est de au moins protéger ses frontières et sa population. Et on est là, on a l'air tout surpris que, encore une fois, une énième rébellion se lève et il marche tranquillement, presque sans résistance. Dieu merci pour les Ouazalendo, qui doivent être vraiment félicités. Et après cette crise, il faut qu'on trouve une unité spéciale pour les former formellement, les équiper, les soutenir et tout ça. Mais vraiment, à part la résistance à Goma avant que ça ne tombe, euh, je pense que c'est honteux. Ça fait mal de voir qu'un si grand pays, à Kinshasa, on fait la belle vie, on est connu, réputé, notre classe politique est réputée pour être la couche de la population la plus riche, mais vous ne faites pas votre travail. Vous êtes là pourquoi si vous êtes incapable d'avoir une armée disciplinée, organisée? Tout, sans pitié, sans vergogne, sans hésiter, on détourne, on détourne, on détourne. C'est une chose si on détourne. Mais le deuxième problème, c'est que on ne punit pas les gens qui détournent. C'est ça le compte. Mais Les gens qui ont détourné, qui va punir si la personne qui doit punir détourne elle-même? Donc, ça, déjà, écoute, c'est le problème. moi, j'ai une réalité très spécifique par rapport au système judiciaire, hein. Je pense que Dieu m'a permis de traverser le système judiciaire en conflit avec un politicien, je peux dire un des plus puissants politiciens de ce régime qui était intouchable et tout ça. Et je suis allé Qui est même de chez moi, qui est oui, même de mon oui, qui est de territoire. Miami. On va Donc, je le suis dire. tête à tête avec lui, mais j'ai eu des menaces. Je me rappelle Mhm. le président de la fédération Bujimaï de la Ligue des jeunes de l'IDPS m'a carrément envoyé un message pour dire que non, si je touche à un seul cheveu
de ce monsieur-là. En passant, il n'a même pas beaucoup de cheveux. Mais si je touche à un de ses cheveux, et j'ai encore le message, j'ai tous ces messages-là, c'est écrit, tout l'artifice de l'UDPS sera versé sur moi. Imaginez cela. Et ça, c'est une personne qui est dans plusieurs dossiers de détournement. Et quand il est dans ces dossiers-là, il attaque toutes les institutions de l'État, incluant la justice. Il attaque la justice, il attaque l'UGF. Et à la fin, la même justice le sort de l'affaire sans même aller en cours. Et là, il dit la justice a été faite. Mais en fait, c'est l'argent qui a été fait. Moi, j'ai vécu ça avec Mbongo et Tamboli. oui, j'ai vécu ça avec ces messieurs. C'est des personnes qui viennent aussi des institutions internationales. On va penser que c'est des personnes qui comprennent les lois, les choses comme ça, mais non. Ils sont même pires que ceux qui sont localement parce qu'ils connaissent le système et ils savent comment détourner et ne pas laisser des traces. C'est les autres qui sont jamais sortis du pays, qu'on attrape facilement, on les jette en prison pour 2-3 mois après, ils sortent. Mais moi, j'ai subi des juges corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils n'ont même pas honte de te demander de l'argent. Moi, je peux citer leurs noms. Ils n'ont pas honte de te demander de l'argent. Puis quand ils te demandent de l'argent, ils te regardent. Et puis, c'est comme au marché, là, quand la maman veut te vendre une chose, et te regarde, lui, là, c'est un gars de la diaspora, je vais augmenter. C'est la même chose dans la justice. Il va te dire, non, 900, yo, boy, yo, za boss, tu as moi 1500. Donc, ils marchandent la justice. Ils marchandent la justice. Je peux te dire que c'est 99,9% des juges et des magistrats qui sont comme ça. Moi, depuis que j'ai traversé ce système, j'ai fait 1 an de prison. Je peux vous dire que je n'ai pas trouvé un seul juge qui n'est pas corrompu. Et je n'ai pas trouvé un seul juge qui n'est pas corruptible. Donc, quand tu parlais des rigueurs, quand même, ça m'a dit quelque chose. Et puis ça, je vais être un peu politique. Par rapport au leader de notre parti politique, Jean-Marc Kaboul. Quand j'étais en prison, j'ai fait 1 année en prison avec lui dans la même cellule. Et au début, je l'attaquais comme j'attaque n'importe quel politicien. Mais on a eu le temps de discuter avec lui. C'est parce que tu n'as rien d'autre à faire, vous devez parler. Quand tu parles de rigueur, tu as absolument raison. Quand Jean-Marc Kaboul m'a raconté son cheminement dans la vie, comment, quand son père est décédé, il a 16 ou 17 ans, il rejoint, la première chose qu'il fait, il rejoint l'UDPS. Il fait du commerce, il travaille pour des entreprises locales, il est rigoureux, il fait l'agriculture pour s'en sortir dans des ravins de Kassai. Il monte les échelons dans des entreprises des Indiens où il a maintenant sa moto, il fait les patrouilles et tout ça. Il commence du commerce avec le Katanga, il s'installe même là-bas et tout ça, il passe la majorité de sa vie d'adulte là-bas. Tu vois qu'il y a une certaine chose où, une certaine fibre en lui qui se développe parce que tout ce qu'il a, il a travaillé pour l'avoir. Alors, il ne va pas permettre à quelqu'un d'autre de venir lui retirer. Il ne va pas permettre à quelqu'un d'autre de lui dire qui il est. Et c'était moi, mon positionnement aussi, face à Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, qui m'a mis en prison. Lui, mais il ne comprenait pas. Il dit, ça, c'est un gars de la diaspora. On va le jeter en prison 1 semaine. Et il va venir se prosterner devant moi et me supplier et tout ça. Mais il n'a pas vu ça. Parce que moi, je ne viens pas d'une famille riche. Mes parents sont des missionnaires. Sur quel salaire? Donc, tout ce que j'ai travaillé pour, à la sueur de mon front, j'ai perdu beaucoup, j'ai gagné beaucoup, je me suis battu pour me rebâtir. Ce qui est différent de lui, c'est des familles. Lui, son père était un des premiers diplômés de la RDC. Il est né avec la cuillère d'argent dans la bouche. Tu vois? Alors, il n'a pas la même conception de qui il faut être. Il a été conçu par les institutions internationales. Donc, la fibre patriotique de la RDC, mais ce besoin, mais là, il a la rigueur, parce que lui, il a dû travailler dans ces institutions, ça, il a la rigueur. Mais ce qui manque, c'est cette fibre-là patriotique. Et je pense que Félix a la fibre patriotique parce qu'il a grandi à côté de son père. Mais comme tu as dit, il manque la rigueur parce qu'il n'a pas vraiment travaillé, il n'a pas vraiment accompli quelque chose de grand dans le secteur privé par lui-même.
tout ce qu'il a vraiment qui peut être loué, c'est dans la politique et principalement parce qu'il avait un nom et non parce qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire qui l'a distingué. C'est à cause du fait qu'il est le fils d'Étienne Tshisekedi et c'est lui le seul que je peux dire de tous ses frères qui était vraiment directement impliqué dans la politique du parti. Donc, C'est- Brice a donné une note de 4. Vas-y, Brice. Ouais, si je pouvais, oui, merci. Oui, donc j'avais donné, moi, en fait, la note générale, elle ressemble à celle que Daniel a dit, hein, c'est 4, que j'avais dit 4, 4,5, 8 pour la diplomatie, donc on va dire la politique extérieure pour le Congo. Mais sa politique intérieure, comme Daniel a dit pas mal de choses très bien, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais je lui donne 1 ou 2 hein, au maximum, hein, ce qui fait la moyenne de 4 quand tu rassembles les deux, 4. Mm. La politique intérieure, elle est très mauvaise. Comme Daniel l'a dit, ou toi aussi, Patrick, tu l'as dit, manque de leadership. Ça, on l'a vu. Mais moi, à titre personnel, ce que j'aurais voulu voir, on est sorti de 18 ans voilà, le Congo, c'était très compliqué. On espérait, avec quelqu'un qui en plus vient de la diaspora, quelque chose de nouveau, avec un grand changement. J'analyse un peu, même si c'est vrai que je maîtrise trop, voilà, les noms des et tout, mais je connais un peu l'essentiel. Et dans les ce que je vois, je suis désolé, mais par exemple, 54 ministres, c'est trop. Et c'est Oui. budgétivore. C'est budgétivore. C'est ça qui fait que mais l'argent est dilapidé comme ça. 54 pays. Je donne juste un exemple. On a le ministère de la pêche. C'était 65. Voilà. Donc, on a de la pêche, on a un ministère de l'agriculture, on a un ministère de l'élevage. Vous trouvez pas ça ubuesque? C'est pas stupide ça, vraiment? Au lieu de rassembler en un ministère. Et en fait, il y a plusieurs. Et le ministère du développement rural. Donc, on a le développement rural, agriculture Exactement. et puis pêche et élevage. Donc, 3 ministères. E- Exactement. Moi, j'aurais voulu que justement Tshisekedi tape un coup de pied dans la fourmilière, qui réduit déjà le nombre de ministres pour pouvoir, parce que moins il y a de gens, plus facilement tu peux les contrôler. 54, tu ne peux pas contrôler. Quand on va dans la députation, Sénat, c'est pareil. Avec des salaires exorbitants qui gagnent, ils font rien, ces gens-là. Et moi, j'aurais voulu que, ok, d'accord, peut-être pour son premier mandat ou même ses 3 premières années, je vous donne ce que vous voulez, mais j'ai besoin de résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, là, on va taper du poing sur la table. Qu'on voit un peu cette sévérité. C'est ce qui manque, moi, c'est ce que je trouve pour un pays comme le Congo, où on a connu 30 ans de misère. On a besoin, et tout le monde le dit, hein, même au Congo ici, ils le disent, hein, nous on a besoin d'un dictateur, nous on a besoin des films. Mais lui, C'est-à-dire que lui, il eux-mêmes, ils le aurait eu disent. cette, Eux-mêmes le disent, on a besoin des films. sévérité là où il aurait eu ce caractère dur là où. Parce que ce caractère dur, c'est quelque chose que tu développes. OK? Je C'est pense ça. que son père avait ce caractère dur, intransigeant et tout ça. Mais comment son fils n'a pas hérité de ces traits-là? Il n'a pas ça. Et c'est très compliqué parce que le Congolais, si tu n'es pas sévère, dur avec lui, il va te marcher Ouais, dessus. Et ce manque de ouais. leadership, mais dans le côté autoritaire, ça, il l'a pas. Moi, je pense qu'il a vraiment échoué et il y a trop de laisser aller. C'est-à-dire que les gens n'ont plus peur de la justice, comme vous l'avez dit. Il y a plus de la justice, il n'y a pas. Alors que lui-même, il a dit dans un de ses discours que j'avais écouté que la justice était malade. Mais qu'est-ce que tu fais alors pour assainir cette justice-là? Ok, à Constant Boutamba est là, mais on dirait il a pas trop de sollicitations, il n'est pas trop appuyé. Donc du coup, c'est compliqué. Parce que lui aussi, j'ai entendu, il a été combattu, donc on dirait que là, il fait un peu profil bas. Est-ce que c'est parce que c'est la situation à l'Est qui fait ça? Mais je trouve que le président, à ce niveau-là, au niveau justice, il a échoué. Il a échoué. Vraiment, là, je lui donne vraiment une très sale note. Donc, pour 3 ans, on essaie de faire quelque chose. On va voir, hein, mais Pourtant, c'est le secteur, vous serez d'accord avec moi, que c'est le secteur de la justice, au fait, qui est la base de tout. Parce que quand les détourneurs ont peur, quand les contrats sont respectés, c'est ça qui fait que le pays a une base solide pour se développer. Mais si n'importe quand quelqu'un peut venir te ravir ton terrain, un ministre peut complètement bafouer le contrat et c'est toi qui finis en prison, comme c'était le cas avec moi, mais qui va être convaincu de venir travailler de ce genre de milieu? Et les seules personnes qui vont venir travailler dans ce milieu vont être des prédateurs parce qu'ils vont comprendre qu'ils vont dans un endroit
où c'est plein de prédation, eux aussi doivent être prédateurs. Tu vas voir les Indiens, les Pakistanais, les Libanais qui vont être là. Pourquoi? Parce que eux savent être prédateurs. On vient pas pour vous aider dans votre pays. On va vous payer tous les pots de vin que vous voulez. On va blanchir votre argent. Vous nous laissez tranquille. Ils savent bien acheter nos politiciens en C'est plus. ça. Ouais, Et ils les c'est achètent genre, à des montants, c'est du n'importe quoi, vraiment. Tu vois? Alors, beaucoup de gens utilisent cette situation de cette incompétence ou cette médiocrité dans le régime qui est maintenant attachée directement au président de la République pour dire que peut-être que Nanga et ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que c'est quoi votre avis sur ça? Par exemple, si Nanga n'avait pas commencé sa rébellion, Félix aurait changé la Constitution déjà. C'est cette chose ici qui a un peu freiné le jeu de la Constitution, selon beaucoup de gens ce qu'ils disent. Alors, c'est quoi votre point de vue dessus? Ce que Nanga a fait, qu'est-ce que vous pensez de Corneille Nanga et puis tout ce qu'il vient de faire, en contraste avec le fait qu'on accuse Félix Tshisekedi d'être incompétent, d'être un jouisseur, d'être même un traître. Dans certaines personnes disent que c'est un traître et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? moi, je pense que pour Corneille Nangaa, c'est quelqu'un qu'il faut mettre hors d'état de nuire, absolument, le plus vite possible. Il sait bien, on a tous vu, l'histoire se répète, il sait bien comment a fini Nzé Laurent Désiré Kabila en venant avec des soutiens étrangers de la région des Grands Lacs et comment ça s'est terminé pour lui. Donc, il pensait que vraiment, lui, il allait marcher jusque Kinshasa et puis il allait se venger pour ce carré minier qu'on lui a enlevé là-bas à Kisangani et qu'il allait être président sous prétexte de venir libérer le peuple. Mais combien de fois ces rébellions-là vont venir libérer le Congo? Qui les a appelés? Qui les a dit qu'on a besoin d'être libérés? Non, à ce niveau-là, par rapport à Félix Tshisekedi qui a blâmé et tout ça, Corneille Nangaa doit être neutralisé le plus vite possible. Il fait couler le sang des Congolais pour ses intérêts personnels. Goma, je pense que on ne peut pas vraiment savoir avec précision tout ce qui se passe là-bas depuis l'occupation. Non, mais Il est venu avec les aujourd'hui, RDF. j'ai lu chez Stanis Boujakera, actualité.cd, 5 personnes dans la semaine, les 2 jours qui sont passés, 5 personnes ont été tuées. Et ça, c'est quelque chose qui est courant presque tous les jours. À Bukavu aussi, la même chose. Parce qu'on sait tous que le M23, c'est les RDF derrière. Et ces gens-là ont une mission claire. Tu as touché sur ça au début en parlant de la mauvaise lecture du président par rapport à sa politique avec le Rwanda, l'Ouganda. Ce sont des régimes dans ces pays-là qui ont une idéologie très claire et nette. L'expansion de leur empire dans toute la région des Grands Lacs. Et le problème, c'est que pendant que l'ennemi est discipliné et prépare sa stratégie de génération en génération, des enfants sont éduqués, on leur dit que les Kivu, là, ça vous appartient, ça n'appartient pas au Congo, ce sont vos terres. Vous devez un jour aller les reprendre. Nous, on est 10 frères, on danse, on est dans la jouissance, on est dans les divertissements et voilà, on a un manque de rigueur, on prend les choses un peu à la légère, pendant qu'on aurait dû, même au niveau de l'éducation nationale, inculquer le civisme à nos enfants dès le bas âge, inculquer le patriotisme et leur raconter la vraie histoire, les former nos enfants à toujours défendre et protéger notre pays parce que nous sommes enviés du monde. Donc, de quoi je parlais? C'est donc, c'était quoi la question? Par rapport à Corneille Nangaa, oui, c'est encore une fois, il n'est qu'un instrument, un pantin, comme le président aime dire, de la stratégie de l'ennemi qui veut nous envahir. Il y a des remplacements de. Donc, tu t'imagines,
Et c'est Espérons que toujours la même j'ai confiance. stratégie. C'est C'est ça qui toujours la même m'étonne de quelqu'un stratégie. qui est supposé être très intelligent. Nanga, c'est la même. C'était RC, c'était AFDL, RCD, M23. Aujourd'hui, c'est M23, TNDP, tout ça. AFC. C'est Ouais, les mêmes exactes personnes. les mêmes choses. Et donc, il faut que on soit le leadership de Kinshasa à l'avenir. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes qui défendent le pays de la même façon que l'Israël défend ses frontières. L'Israël est un petit pays, oui, soutenu par les États-Unis, mais un petit pays entouré de pays ennemis. Ils sont entourés. L'Iran est là, l'Égypte est là, tous ces pays-là qui veulent, la Syrie est là et tout. Donc, euh, c'est un pays qui se défend, qui investit dans ça. C'est comme ça que moi, je vois à l'avenir, le Congo doit être un pays qui s'impose en Afrique centrale, qui doit avoir une armée forte, pas moins de 200 000 hommes, pas moins, et si, bien sûr, plus, avec donc des divisions, des unités spéciales, avec une vraie armée patriotique, une vraie armée républicaine. Donc, on doit refaire cette histoire d'infiltration. Moi, je dis, le président le savait très bien. Il est venu au pouvoir, il le savait très bien. On peut lui dire. Je ne dis pas qu'en 6 ans, il aurait dû neutraliser tous ces gens-là. Mais dans la chaîne de commandement, comment on peut toujours avoir autant de généraux facilement achetables, Non, facilement, on a encore aujourd'hui les généraux, je pense le gars de la logistique, je pense le gars de secteur là de l'Est qui sont du mixage et brassage avec le M23, qui sont encore au commandement jusqu'aujourd'hui. ouais. Il Non, déclare, à un moment, il déclare qu'il ne veut pas les mixages et brassage, il pointe le doigt sur Kagame, mais à l'intérieur de l'armée, il ne fait aucun changement. ouais. Aucun Se changement laisser majeur faire, qui doit être ressenti. Ouais. c'est se laisser faire là au niveau de notre chef d'État qui fait que il est en train de donner raison aux gens qui disent que, en effet, on doit se poser des questions. Il joue pour quel côté? Est-ce qu'il n'est pas un traître? Et tout ça. Donc, ce comportement-là n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout. Mais oui, pour répondre à ta question, non, Corneille Nangaa, il n'y a pas d'excuse. On doit le neutraliser. Il y a le moratoire qui a été levé sur la peine capitale. On doit l'appliquer. Parce que ça, c'est la haute trahison. C'est Ouais. la haute trahison. Moi, je disais qu'il doit être pendu publiquement. Mais Brice, toi, vas-y, qu'est-ce que tu penses de Corneille? Je pense que tu vas dans la même direction. Je partage à 100% avis, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le neutraliser. Il y a que les Occidentaux disent, surtout en France, on dit, on les appelle faire avoir de l'intelligence avec les. C'est ça la trahison. Ils appellent ça c'est-à-dire que tu collabores à ta nation et tu les tues. Non, ça c'est impardonnable. C'est un. Mais maintenant c'est quoi la situation durable? Parce que dans le cas d'Israël, par exemple, Daniel a mentionné Israël. OK? Euh, et on peut faire la similarité entre l'Israël et la RDC pour dire qu'on est entouré aussi des ennemis et tout ça. Israël a un grand support des États-Unis, avec dans des milliards de dollars en armement. L'Israël sans les États-Unis n'allait pas exister. Mais le plus important encore, selon moi, c'est le peuple israélien. Les Israéliens eux-mêmes sont des personnes rigoureuses, organisées, déterminées. Est-ce que si les États-Unis disent qu'on va supporter la RDC de la même manière qu'on supporte l'Israël, est-ce qu'ils vont trouver de l'autre côté de la table des personnes sérieuses, rigoureuses, organisées, un peuple déterminé? Est-ce qu'ils vont trouver ça? Non, mais il y en a. Moi, Je je doute, pense que. Moi, je doute. Non. Je ne demande pas s'il y en a. Il y en a. Même dans une famille où tout le monde n'a pas un coefficient intellectuel élevé, il y a au moins une personne qui a un coefficient intellectuel plus élevé que les autres. Moi, je dis en tant que peuple. Parce que si tu vas en Israël, là, aujourd'hui, tu vas voir des filles, des jeunes hommes avec des armes marcher dans la rue, c'est de la police, l'armée. OK? Ils sont vraiment déterminés. Et la raison pourquoi ils se promènent comme ça avec leurs armes, c'est pour que s'il y a des attaques terroristes qui arrivent, ils peuvent réagir rapidement. Parce qu'ils vont au restaurant avec leurs armes, ils vont
à la maison avec leurs armes et tout ça. Donc, ça va dissuader l'insécurité à l'intérieur du pays. Mais nous, aujourd'hui, si on nous donne des armes, même à la population, on dit que la population va permettre, comme aux États-Unis, en Europe, partout, qu'un Congolais peut acheter une arme, avoir son permis et tout ça. Mais les Mongolais ne vont plus utiliser des machettes pour s'entretuer. Ils vont commencer à aller prendre des armes pour aller s'entretuer. À l'Est, ça sera encore pire. Les Maïmaï, qui sont un groupe d'autodéfense pour défendre le pays, ils vont prendre des armes. Ça, c'est important parce qu'ils vont pouvoir repousser les bêtes. Et eux, ils sont organisés, tu vois. Mais monsieur, madame, tout le monde pourrait rien du tout, va tirer sur son voisin parce que il est mongo, ou bien il est Bouswahili, et puis il m'a mal regardé, alors je l'ai tiré. C'est mon problème, c'est ma question, en fait, c'est ça va en lien avec ce que le président est en train de faire maintenant, ça veut dire demander, faire des échanges de minerais contre la sécurité. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Est-ce que ça aura vraiment un impact durable sur la stabilité du pays et donc de la région? Brice, à toi, je pose la question. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est la seule solution pour l'instant parce que pour plusieurs raisons. Déjà, la population, comme tu as dit, déjà, on n'est pas fort, on n'est pas prêt, on n'est pas intelligent, on n'est pas organisé. Donc, c'est pas possible. Moi, je le pensais, on avait parlé une fois en interne, en off, toi et moi, Patrick. Je me demandais mon avis par rapport à la guerre avec, entre le Rwanda. Moi, je t'avais dit qu'il fallait qu'on fasse ça. Pourquoi? Parce que je pensais que oui, on avait une armée dans le sens où on avait quand même beaucoup de soldats. Mais c'est après s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de traîtres dans l'armée. Beaucoup de gens qui ont fui, des généraux qui ont fui, ça on le sait. Mais ce n'est pas après, c'était connu. Voilà. C'était C'est que connu. maintenant qu'on sait ça, on se dit que, en fait, finalement, heureusement qu'on n'a pas fait la guerre parce qu'on allait se faire ratatiner. On allait se faire ratatiner. Donc ça, c'est un constat. Non, aujourd'hui, on n'est pas prêt. On est faible. On est très faible. Donc, ça m'embête de dire ça parce que moi qui ai un peu l'esprit un peu panafricaniste et puis très souverainiste, c'est-à-dire que je suis congolo-congolais, c'est-à-dire que qu'on se débrouille nous-mêmes, qu'on fasse les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes, ben, je constate que c'est pas possible au jour d'aujourd'hui. On a besoin d'une aide extérieure. Donc, les États-Unis est prêt à collaborer justement en échange des minerais pour assurer la sécurité et la paix à l'Est. Bon, qu'on le prenne pour le moment, mais qu'il ne faut pas qu'on se repose que sur ça. Je pense qu'à court moyen terme, c'est une bonne solution. Mais il faut qu'entre-temps, comme la Corée du Sud a fait, comme le Japon a fait, qui ont été aussi colonisés et été développés par les États-Unis, il faut qu'aussi nous aussi, et Daniel l'a très très bien dit, c'est-à-dire qu'il faut que, pendant que nous, on a la sécurité américaine qui est vraiment là pour qu'on puisse avoir la paix, ça va peut-être durer quoi, 10, 20 ans, je sais pas, 15 ans. Ben, pendant cette période-là, on prépare la jeune génération au patriotisme, au sérieux, à la rigueur, au travail, à l'entraide, à l'amour de soi et à l'amour du prochain. Il faut vraiment qu'on travaille sur ça pour que dans 15, 20 ans, on puisse se développer. Et Daniel, toi, qu'est-ce que tu en penses? Le deal avec les Ouais, États-Unis, est-ce que c'est une bonne chose? nous sommes dos au mur. Nous sommes dos au mur. Et en termes de timing, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Et tout va, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Ça va dépendre du contenu, de la nature de ce contrat-là, exactement. La durée du contrat. Et sur quelle portion, quelle proportion du territoire. Mais Est-ce qu'on disons que c'est est-ce qu'on sur tous donne les tout pour territoires 100 où ans, il y a... comme Hong Kong était donné à l'Angleterre? Oui, oui. Ah, Disons que le contrat, c'est sur tous les territoires, tous les minéraux sur tous les territoires. Ils ont la priorité dessus. Et en mhm. échange, nous avons du même genre que le Japon, où le Japon n'avait carrément pas d'armée. Et c'était les États-Unis qui assuraient la sécurité. Un peu comme la mafia fait, hein. La mafia t'attaque et puis ensuite c'est eux qui viennent te donner la sécurité. Donc, les États-Unis nous assurent la sécurité, forment nos soldats, nous équipent, on achète les armes de leurs entreprises privées en défense et tout ça. Et c'est pour 100 ans renouvelables. Hum. Ça, ça fait mal. Ça fait mal d'être là où nous sommes. Avant même que je réponde, ça aurait pu être évité si nous avions un leadership sérieux. Voilà les conséquences de jouir, les conséquences de
détourner et ne pas punir. Les conséquences de venir se servir. Vous ne travaillez pas, vous ne faites même pas le minimum. Un État, un gouvernement est supposé contrôler le flot de mouvement autour de ses frontières, protéger Je sa vais challenger population. cela, OK? Est-ce qu'il y a un autre pays dans ce monde, sur cette planète, qui est plus riche que la RDC en termes de ressources naturelles, terre, de l'eau, le positionnement? Est-ce qu'il y a un autre pays dans ce monde qui est plus riche que les États-Unis et que la RDC? Brice, qu'est-ce que tu en penses? Je doute fort. Moi, je doute fort. À part peut-être les puits de pétrole Brice, tu as énormes, dit les quoi? réserves de pétrole. Bon, Je n'ai pas entendu la réponse de Brice. Est-ce qu'il y a un autre pays sur la planète qui est aussi riche ou plus riche que la RDC? RDC. RDC, Est-ce qu'il y a un pays présentement qui est plus riche que la RDC? non. Je- D'après les États-Unis, apparemment, nous avons, bon, ils ont fait une estimation, on sait toujours que l'estimation est basse, de 30 ou 30 trillions de dollars de 24 000 milliards. 24 000 milliards. 24, 24 000 merci, milliards, 24 24 000. milliards. Donc, et ils nous ont placés avant les États-Unis et la Chine. Ça veut dire qu'ils nous placent quand même à un niveau très supérieur. Plus. Donc, À titre personnel. À titre personnel, je pense que c'est beaucoup plus. Donc, on est, je moi, pense, je dis non. toi tu dis non aussi, voilà, moi je dis non aussi, je pense qu'on est vraiment le pays le plus riche. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, Et là, c'est là que je voulais en venir. Est-ce qu'il y a un pays à lui seul qui a autant de potentiel, autant de richesse que la RDC et qui est en paix? non, en règle générale, il Non. suffit, Alors, ma question devait suivre. Quand tu disais que la stabilité pourrait venir avec un bon leadership. Mais moi, dans toutes mes évaluations sans émotion, je dis que la RDC est foutue d'avance à cause de nos minéraux, à cause de nos ressources naturelles qui sont stratégiques. Donc, avec un leadership bien, on aurait le développement. Et puis, écoutez un peu mon idée. Mon idée, c'est que, en fait, même si les États-Unis prenaient nos minéraux pendant 100 ans renouvelables, 500 fois le jour, pendant un millénaire, les États-Unis vont avoir l'accès prioritaire à nos minéraux. OK? Moi, je pense que ça serait pas nécessairement une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que, d'abord, au long terme, sur le court terme, ça va pas nous bénéficier tellement. Ça nous donne la sécurité, mais ça va pas nous bénéficier tellement. Mais ça va amener une stabilité. Sur le long terme, les entreprises américaines doivent venir s'installer pour faire le deuxième niveau de traitement. Ça veut dire que du cobalt à la batterie, genre, du lithium à la batterie. Ça va coûter moins parce que toutes les infrastructures seraient installées, l'électricité et tout ça. Moi, je pense que là où il y a l'opportunité, c'est que si on a cette stabilité et qu'on ferme les yeux sur les minéraux, parce que tout le monde, c'est les minéraux, on ferme les yeux sur les minéraux, ça nous donne l'opportunité de développer les autres secteurs de notre pays. Ça veut dire que la RDC, avec une RDC stable, peut faire un chiffre de 1,5 000 milliards, donc 1,5 trillion, 1,5 000 milliards, juste dans le secteur agricole et la nourriture. Ça veut dire que la transformation de la nourriture, premier, deuxième, troisième niveau, la pharmaceutique, le bois, la foresterie, le transport, l'énergie renouvelable. On peut même vendre de l'électricité dans toute l'Afrique. Ça veut dire que le Congo peut monter très rapidement au niveau économique que le Brésil, sans jamais bénéficier d'un seul franc de nos minéraux. Donc, maintenant, on sait qu'on va bénéficier de nos minéraux. Ça veut dire qu'avec la loi de la sous-traitance, ces entreprises américaines qui vont s'installer au Congo doivent sous-traiter la majorité de leurs activités. Par exemple, les Les entreprises vêtements de congolaises. protection, le transport, la nourriture, la cafétéria, certaines choses qui ne sont pas des équipements spécialisés selon les lois sur la sous-traitance aux entreprises congolaises. Donc, on va avoir plein de multimillionnaires congolais qui rendent des services à ces grandes entreprises américaines
Et quand il va commencer à avoir la transformation, il y aura aussi des entreprises congolaises qui peuvent venir aussi dire, ah, maintenant, il y a l'électricité, il y a les minéraux, pourquoi pas transformer, par exemple, faire des fils de cuivre. Au lieu d'envoyer juste des plateaux de cathodes à l'étranger, on peut faire des fils de cuivre pour l'électricité. Et puis commencer à l'exporter dans la sous-région et l'utiliser localement. Là où nous allons bénéficier, c'est tourner les yeux, enlever les yeux sur les minéraux et se concentrer sur d'autres secteurs parce que nous avons la paix. Parce que ce sont les minéraux qui sont à la base de notre problème. Et ça, je ne pense pas qu'il y a un seul président qui pourra résoudre ce problème parce que tant que l'Occident, la Chine, toute la planète en entier aura besoin de nos minéraux, on va toujours être convoité. Et ça ne sera pas l'Occident qui va venir directement nous attaquer, ça sera les proxys de l'Occident, comme les Rwandais, les Ougandais, même les Burundais, un jour même l'Angola. Même la Zambie peut être utilisée aussi par les États-Unis, par l'Europe pour nous attaquer. Vous comprenez? Parce qu'on est entouré par ça. Donc pendant ce temps-là, nous bâtissons notre armée, nous formons notre jeunesse, comme Brice l'a dit, nous inculquons la chose et nous respectons nos ententes avec les États-Unis. Ça, c'est la clé. Nous devons respecter les ententes sur les minéraux. Et je vous assure que si le Congo est stable, on n'aura pas des investissements américains seulement dans les minéraux. Les chaînes des hôtels et des resorts vont commencer à pousser à Mwanda. Le tourisme sera financé. Les organismes américains qui financent la préservation des forêts et tout ça vont s'impliquer encore plus. Et ça, si nous ne sommes pas allumés, ça va nous assujettir encore plus. Mais si nous sommes allumés, nous allons profiter de cela et nous allons avoir des multimilliardaires congolais. Si on se positionne correctement. Vous voyez? Donc, moi, je ne pense pas que le contrat avec les États-Unis, c'est une mauvaise chose. Mais ma plus grande crainte, au fait, c'est les interlocuteurs des États-Unis. Est-ce qu'on peut les faire confiance? Est-ce que ces gens-là savent négocier des contrats? Est-ce que ces gens-là ont la vision à long terme? Qui est assis à la table avec les États-Unis pour parler de ce contrat d'échange minier contre la sécurité? Est-ce qu'on va finir la même chose comme avec les Chinois où nous sommes perdants? Le truc de le Sycomine et tout ça, nous sommes perdants. Je disais que le deal en soi n'est pas un mauvais deal. C'est par contre dans l'application, qu'est-ce que nous allons faire en tant que pays avec l'opportunité de la stabilité. Mais les États-Unis travaillent avec des pays qui sont organisés, des pays qui sont déterminés. OK? Et je pense que la raison pourquoi ils sont souvent passés par des proxys, c'est parce que ces proxys se sont présentés comme des nations organisées et déterminées dans leur idéologie, même si cette idéologie a créé un désastre humanitaire. Et c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. C'est eux qui ont toujours été derrière le Rwanda. Ils ont assassiné Patrice Lumumba. Donc, au fait, il faut voir que c'est un jeu des intérêts. Ça n'a rien à voir avec quel que soit comme fibre humanitaire de la part des États-Unis et tout ça. C'est vraiment une chose de dire. Et connaissant Trump, c'est quelqu'un qui négocie pour gagner. Et nous, on négocie pour perdre. On n'a pas cette mentalité-là. Et ça, c'est depuis même avant le colonialisme. Si ils nous ont colonisés, c'est parce qu'on ne sait pas, on est un peu naïf. On est trop émotionnel sur ces choses-là. Nous avons les minéraux, mais ce qui est certain, c'est que tant que nous les avons, on sera une cible pour les pays occidentaux. Mais nous devons négocier quelque chose qui va nous donner la stabilité, mais utiliser cette stabilité pour développer d'autres secteurs de notre économie. Que notre économie ne dépende pas seulement sur les minéraux. Okay. On arrive à la fin, on pourrait continuer cette discussion pendant des heures. Je pense qu'on doit faire une deuxième partie de la discussion pour aborder un peu les solutions sectorielles. Mais je veux vous poser une dernière question peut-être.
je vais entendre ce que vous allez dire par rapport à votre appréhension sur l'avenir du Congo. Est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir? Nous avons un autre 30 ans de malaise? Ou bien, au finish, nous allons nous en sortir? Et si nous devons nous en sortir, quelles sont les bases que nous devons poser aujourd'hui pour y arriver? Ma présence au Congo témoigne déjà de ma foi en l'avenir positif pour le Congo. C'est pour ça que je suis ici, parce que je crois vraiment que ce qui va se passer par la suite, donc on a parlé justement de l'accord avec les États-Unis, je pense que ça sera une bonne chose pour nous. Je pense vraiment que, parce que je vois qu'on va, ad vitam aeternam, nous serons toujours dans cette situation-là. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un temps de bascule. Mais pour cela, il faut des acteurs. Il faut des acteurs, il faut des gens qui soient là, qui sont déjà conscients déjà de. Donc, je pense que la potentialité du Congo, je pense que tout le monde le sait, même le petit Congolais du village, il sait. Maintenant, c'est qu'il faut qu'on soit responsable. Comme j'avais dit tout à l'heure au tout début, dans la première question sur l'activité, on doit s'en. Il faut vraiment que ceux qui sont conscients et qui ont l'amour du pays se lèvent et agissent. De n'importe quel, de près ou de loin, mais il faut que nous soyons tous acteurs parce que cette affaire nous concerne tous les Congolais. Et les locaux, ça nous concerne vraiment. Et si quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas le Congo, qui avait les yeux que sur la France, l'Europe, les États-Unis, a changé à virer carrément à 360 degrés, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme nous. D'ailleurs, il y a un groupe, nous sommes, je crois, tous les trois ensemble dans la Jazzpat, où ça veut dire que ça témoigne déjà qu'il y a déjà de la diaspora. Je pense que la diaspora a un rôle très important aussi pour le développement du Congo. Parce que nous avons quand même un avantage que les connaissances que nous avons acquises à l'étranger, des moyens que nous pouvons mettre, ne serait-ce qu'un 1000, 2000, 3000, 5000 dollars dans une activité, chose que les locaux ne peuvent peut-être pas mettre, on peut mettre plus. Ça prouve qu'on a quand même un tout pour justement aider le pays à se développer. Donc je pense qu'on a un rôle important. Donc la condition pour que vraiment là-bas, je mettrai vraiment l'accent sur la. On peut aussi avoir une autre mentalité qui ne connaissent pas. Parce que vraiment, moi quand je côtoie les Congolais ici, dans le quartier, quand moi je leur donne ma vision, mon point de vue, mon avis, ils sont très attentifs sur ce que je dis. Parce qu'il y a un petit poteau, à moi le poteau. Donc, le nombre de poteaux, donc l'Européen, le Congolais occidental, a un poids sur ce qu'il va dire. Donc, un petit homme comme moi, donc quoi, si déjà je commence à avoir un petit impact, alors si nous sommes une grande quantité de diaspora, nous venons en masse au Congo pour aider le pays à se développer, je pense que ça peut faire vraiment un boom. Il peut avoir un boom. Et ça peut se faire aussi très rapidement. C'est ça aussi l'avantage. C'est que ça peut se faire aussi très rapidement, ces choses-là. Donc, moi, ce que je dirais pour finir, c'est que d'abord, c'est une raison que je me suis donnée moi personnellement, c'est d'essayer de conscientiser et les Congolais, les locaux sur place. Arrêtez de voir l'Europe, l'Amérique comme le paradis, parce que le paradis, il est chez vous, mais vous ne le savez pas. Donc, prendre conscience que déjà vous êtes assis sur le paradis là. Le monde entier, il manque Dieu que pour le paradis. Pourquoi? Commencez à aller sur ça. Vous êtes. Mais il faut que vous développez une mentalité du sérieux de ce que vous faites. Le petit travail que vous faites là, quand on vous donne un petit service, soyez sérieux sur ce que vous faites. Parce qu'au début, vous gagnez peu, mais grâce à votre sérieux, demain, ça, c'est le message que je donnerai aux Congolais qui ici. Aujourd'hui, la diaspora, comme je disais, c'est que vous êtes aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, c'est bien, vous vivez bien, mais n'oubliez pas que vous avez aussi un pays et que là, vous n'êtes pas chez vous. Pensez à là d'où vous venez, la terre d'être. Que si vous n'allez pas, la nature aura, les étrangers vont venir avec sur votre pays. Et vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Parce que quand ils vont tout prendre, et que vous n'aurez plus les droits, vous devrez avoir le pays, un visa pour vous allez devoir payer des choses en tant que. Il est trop tard. Donc, vous, en tant que diaspora, pensez
chez les Kilimangis, parce que je parle beaucoup avec ma mère, ils disent une phrase où, c'est les Européens, il y a un pantalon en Europe et il y a aussi un pantalon. Comme ça, quand ça chauffe, vous savez où aller. Vous allez voter vous. C'est un peu le message que je donne à la diaspora. Venez vous pouvez, ok, profiter, mais avez quand même une pensée pour votre pays. Ok, bien dit, j'adore, j'adore. Ouais. Daniel, Il y a comment difficile à rajouter quelque chose. Hein, il a tout dit, il a touché sur tous les points. Et pour répondre à ta question, je suis très afro-optimiste. Donc, moi, je dirais que on va s'en sortir. Mais les 10, 15, 20 prochaines années sont critiques. Elles vont jouer pour beaucoup si on veut être stable d'ici 2050 et tout ça. Il va falloir qu'on change radicalement notre manière de penser et notre façon de travailler. Et parlant de la diaspora, oui, elle a un rôle très important à jouer, pas parce que nous sommes meilleurs, nous sommes supérieurs ou quoi, juste parce que on a tous, pour la plupart, adopté une certaine éthique de travail, une éthique de travail qui est nécessaire à appliquer chez nous au Congo pour changer les mentalités, pour voir un vrai changement concret. Arrêtons avec les longs discours, mettons-nous au travail, développons cet amour du travail, parce que le travail, ça paye toujours. On veut être fier de ce qu'on a accompli. On est fatigué de parler, de réciter par cœur les potentialités du Congo. On veut le matérialiser, on veut le réaliser. Donc, oui, 24 000 milliards, tant 2 millions de mètres carrés de étendue, et tout ça, c'est bien beau. Mais jusqu'ici, on n'en a pas fait grand-chose de nous-mêmes. Donc Dieu nous a tout donné. Moi, je dis être congolais est un privilège. Moi, je suis personnellement convaincu. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un pays sur la planète qui est plus important que la RDC. Depuis l'histoire, depuis la nuit des temps, le Congo a toujours contribué à l'histoire de l'humanité. On a vu durant la guerre mondiale et même avant avec la création de l'automobile, les roues, les Michelin, les Goodyear, le caoutchouc, là, ça venait de chez nous. La bombe atomique durant la guerre mondiale. Euh, on a toujours joué un rôle central et c'est fait à dessein de garder ce pays dans dans la guerre, dans l'instabilité, et faire croire aux Congolais que la vie meilleure est à l'extérieur. Donc, Brice a vraiment tout dit. Je reste optimiste, mais ça va pas se faire tout seul. Allez, venez, comme on a la mauvaise habitude de toujours croire que les gens vont venir faire le gros travail à notre place. Non. Si on fait ce deal-là avec les États-Unis, euh, et puis ce deal d'ailleurs, on n'aurait pas dû être là, comme je l'ai déjà dit, si on avait du sérieux, si on avait l'armée nécessaire et tout ça. Malgré que oui, tu as raison, on sera toujours dérangé par les convoitises internationales et leurs proxys. Et c'est pour ça que, avec des gens sérieux, de rigueur, avec un état de droit, là où on punit les détourneurs, on pouvait quand même développer un appareil sécuritaire plus sérieux qui pourrait, empêcher que les gens viennent si facilement créer des rébellions et déstabiliser le pays. Donc, on doit travailler et je suis vraiment pour m'impliquer plus, comme tu as dit. Et peut-être pour terminer, la phrase que Brice, tu as dit au départ, là, si tu ne fais pas la politique va te faire, ça dit tout. Et les gens, peut-être, ils craignent la politique parce qu'on pense immédiatement député, ministre, un poste électif et tout ça. Mais comme Patrick l'explique bien, il y a beaucoup à faire dans des structures, il y a beaucoup de façons de contribuer. Même moi-même, tu as parlé de mon expérience professionnelle, Patrick, et c'est quelque chose à titre personnel déjà. Je suis dans le processus d'établir quelque chose de concret, enregistré sur place au Congo, là où je peux donner mon expérience et mes compétences pour contribuer là-bas, même à titre privé, dans le domaine privé d'entrepreneuriat. Mais ça s'applique autant dans le domaine politique.
Et voilà, il faut peut-être sensibiliser la jeunesse, les gens de notre génération. Comme tu as dit, on est arrivé à cet âge-là de maturité, là où on commence à comprendre un peu les choses. On revient à nos racines. Très bien, très bien choisi le nom du podcast. On revient à nos racines à cet âge-ci. Et donc, on doit sensibiliser nos pères pour qu'ils sachent que la politique n'est pas seulement ce qu'ils croient. Il y a différents types de politiciens. Comme tu as dit, il y a l'homme de la rue qui organise, il mobilise les foules, mais tu as l'homme dans le parti, dans l'administration du parti, tu as d'autres qui sont dans la contribution des idées, différents collèges selon les domaines et tout. Donc, il y a beaucoup à faire et chacun peut trouver sa place, mais on doit s'impliquer. Donc, voilà. Ok, parfait, parfait, parfait. Je m'aligne sur la même longueur d'onde avec vous. Et moi, ce que je peux rajouter, c'est que euh, cette génération est critique, en fait. C'est un peu comme l'exode des Israéliens. Ils sont partis un peu partout dans le monde. Les Daniel sont partis en esclavage ou whatever. Ils ont travaillé à côté des grands rois. Ils ont conseillé des rois. Mais après un temps, il faut rentrer à la maison et puis il faut donner ce que nous avons pris ailleurs pour le bien de notre pays. Notre génération est critique. Et ce qui me donne encore une certaine positivité, c'est que, et ça, je dois le créditer à la diplomatie du président Félix, c'est que je parcours parfois TikTok dans les lives et tout ça, et j'entends des Nigériens, des Ghanéens, des Sud-Africains, des Américains, des Noirs américains parler de la RDC, parler de la RDC, parler de ce qui se passe en la RDC. Ça a un rebondissement direct sur la génération Z, parce que des enfants qui sont nés en Occident, qui n'ont jamais été au Congo, qui ne parlent pas lingala, mais ils sont de père et de mère congolais, parlent de la RDC. Ils disent la RDC, mon pays. Ils n'ont jamais mis pied. Et ça, je pense que dans toute l'histoire de la RDC, ce n'est jamais arrivé. C'est une opportunité excellente, non seulement pour notre génération de mettre les bases, mais déjà préparer la relève euh, dans 30 ans, dans 25 ans, qui vont continuer le travail que nous allons faire. Et nous, le travail que nous devons faire, c'est un travail de refonte. Nous devons rebâtir l'État. Même le concept de l'État n'existe pas dans la pensée du Congolais. Il ne comprend pas c'est quoi parce qu'il n'y a pas la présence de l'État. Quand il voit les érosions, il voit les mauvaises routes, il voit les gens qui meurent dans des inondations bidons, il ne voit pas l'existence de l'État. Et notre travail à nous, notre sacrifice à nous, c'est bâtir l'État, refonder l'État sur des nouvelles bases. Comme ça, nos enfants vont avoir la première agence spatiale congolaise, vont avoir les premiers grands milliardaires, vont avoir les inventeurs et toutes sortes de choses. Nous, on n'a pas le luxe de penser à s'enrichir, on n'a pas le luxe de penser à avoir un impact et avoir des statuts faits à notre nom. Nous avons le sacrifice et l'objectif de mettre la fondation nécessaire pour que l'avenir, pour que nos enfants puissent bâtir le Congo. Moi, je ne pense pas que nous pouvons bâtir le Congo. Parce que dans 30 ans, moi, j'aurai 70 ans. Et je pense que dans 30 ans, le pays ne sera pas à l'équivalence de Singapour, par exemple. Mais je pense que nous aurons mis les bases solides. Nous aurons déjà peut-être 5 générations de services militaires obligatoires. Donc, ça veut dire que la majorité de la jeunesse congolaise, dans 30 ans, serait formée militairement dans la police, sapeurs-pompiers, intervention médicale d'urgence et tout ça. Ça va nous prendre du temps, mais c'est notre génération. Tout dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui. Et pour moi, la trahison n'a pas sa place. Le patriotisme et le support des institutions et de la démocratie ont leur place. Les gens qui demandent que le président Félix démissionne et tout ça, ils ne savent pas de quoi il parle. Parce qu'il démissionne, il y aura un vide et ce vide-là serait rempli par les mêmes personnes qui sont là comme des vautours. Ils attendent que ça. On lui a donné une note de 4 sur 10, mais il doit finir son mandat. S'il compte Absolument.
s'il compte, et pendant les 3 ans qui restent, on va lui mener la vie dure pour qu'il prenne ses responsabilités, pour qu'il prenne les bonnes décisions, pour qu'il invite les bonnes personnes autour de la table pour travailler avec lui. Mais cette affaire de démissionner puis nous laisser dans un tourbillon avec les mêmes kabylistes, les mêmes moutumbistes, ça ne va pas se passer. OK? Mon boutiste, je vais dire, mon boutiste. Ça ne va pas se passer. Donc, il a échoué, il sait qu'il a échoué. Il a 3 ans pour amener sa note de 4, peut-être à 5. OK? Et ensuite partir, donner la place à quelqu'un d'autre. Et cette personne aussi va faire aussi son 5 ou 10 ans et va donner la place à quelqu'un d'autre. Nous devons être, en ce moment de guerre, nous devons être patriotiques. Nous devons faire l'opposition républicaine. Nous devons barrer la route à Nanga de la même manière que nous devons barrer la route à la médiocrité, à la corruption, au détournement des deniers publics dans notre pays, à l'incompétence au sommet de l'État. Un ne veut pas dire qu'on permet l'autre. Ça ne veut pas dire que parce on pense que ce régime a échoué, qu'on va demander et accepter la domination et l'imposition du Rwanda. Ça, c'est jamais. Et je pense que j'ai eu la même impression de tout le monde. La raison pourquoi je vous ai demandé au début de me dire vos tribus, c'est parce que je combats le tribalisme. On a vu la même réaction chez quelqu'un du Congo central qui dit que le président ne doit pas démissionner, on doit être patriote. On a vu quelqu'un qui a les origines du même territoire que le président de la République qui donne une note de 4 sur 10 au président. Et moi aussi, qui suis du Kasaï central, je lui donne une note inférieure à 4 sur 10. Mais moi, je suis un peu plus difficile. OK? Donc, ça veut dire que le combat de la RDC ne regarde pas les tribus. Quand les Rwandais vont nous dominer, là, ils vont nous dominer tous. Quand ils tuent tout le monde. Ça n'a rien à voir, tu es Katangé, tu es Moulouba, tu es Mukongo, tu es Mungala, non. Ils viennent pour nous tous. Ils vont finir avec les diamants du Kasaï, ils vont finir avec l'or de Bituri, ils vont finir avec le coltan du Kivu, ils vont finir avec les cuivres du Katanga. Il n'y a personne qui sera épargné. Personne. Porte. Donc, on n'est pas là pour se combattre entre nous, on est là pour combattre pour nous. Quand on combat la corruption, quand on dit que Félix est incompétent, ce n'est pas combattre le pays, c'est combattre la médiocrité. Mais cela doit être fait d'une manière patriotique pour que la prochaine personne puisse savoir qu'on sera exigeant. On sera exigeant de la même manière qu'on a été exigeant avec le fils du Sphinx, qu'on avait beaucoup des attentes sur lui et il a échoué lamentablement publiquement et devant tout le monde. Mais nous avons 3 ans, nous devons l'aider. Lui, au fait, doit être assez humble pour venir demander de l'aide à certaines personnes clés, pas seulement faire des consultations avec les mêmes personnes. Il doit demander de l'aide pour qu'on puisse aussi aller là-bas à la table et pouvoir l'aider. Merci les gars pour la participation. Je suis encore, ça c'est notre 2e émission, donc je suis encore nouveau dans les affaires des podcasts. Je pense qu'on va s'améliorer à mesure et tout ça. Et je vais vous réinviter pour une 2e discussion un peu plus, maintenant que tout le monde vous connaît, un peu plus pointue sur certains domaines, surtout l'agriculture, parce que je pense que vous tous vous avez touché là-dedans aussi. On peut discuter de ça la prochaine fois. C'est ça, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, sinon, it's a wrap. Non, merci pour l'invitation. On espère qu'il y en aura d'autres et encore, parce que c'est un plaisir d'avoir vu Daniel, on est sur ensemble patriote, donc on est un peu pas sur la même longueur d'onde. On a des choses à faire, on a du travail à faire, donc ils nous sont vraiment nos forces et vraiment créons vraiment une harmonie et une force vraiment où on sera vraiment imbattable. Donc merci en tout cas pour cette initiative de ce podcast-là, d'autres, parce que je pense qu'on a chacun des choses à dire. Donc c'est vraiment une plateforme idéale pour nous pour pouvoir vraiment s'exprimer, dire ce qu'on ressentit, ce qu'on veut. Et c'est une très bonne idée. En tout cas, merci Patrick pour ça et d'avoir aussi invité Daniel. Merci. Et Daniel, Ouais. Brice,
a eu sa carte de membre du parti. OK? Oh, OK. Et c'est toi Félicitations. qui fais le hard to get. Je pense qu'on va te draguer pendant longtemps. Fais attention, hein. La politique est dynamique. Donc, moi, je te Très dynamique, je vois. laisse 48 Ouais, heures. Au moindre escarmouche, OK? c'est Au bien dit moindre ça. C'est très bien escarmouche, dit. je te laisse Mhm. tomber là. Je te laisse tomber. Donc, je te donne 48 heures pour prendre une Bon, décision. laisse maman d'abord digérer ce podcast, n'est-ce pas? Hein? Et après, je te reviens tout de suite. Non, Ah, mais d'accord. vraiment, en étant sérieux là, merci beaucoup pour l'opportunité. Tout ce que Brice a dit, je dis Amen. Félicitations pour le podcast. Continue, ne lâche pas. Et puis, on est là pour te soutenir. Ça serait un plaisir de se retrouver encore ensemble. Ça fait plaisir de revoir Brice. Et puis, voilà, quoi. Ça fait toujours bien de savoir que on n'est pas seul dans ce combat. On n'est pas seul dans nos idées. Et ça encourage et ça fortifie. Et je suis sûr que on pourra contribuer à accomplir de grandes choses pour notre beau et grand pays, quoi. Donc, merci beaucoup. Parfait. OK? Laissez vos commentaires, vos questions. On pourra faire un autre épisode où on va répondre à vos questions. Nous aurons toujours le plaisir de vous écouter et de savoir comment nous pouvons améliorer ce que nous vous présentons. Encore, c'était le podcast Racine avec votre host Patrick Moulumba. Merci.